Madame Bertrand est venue me consulter en janvier. 73 ans. Retraitée de l'Éducation nationale, originaire de Lyon. Une femme dynamique, qui faisait encore du jardinage et prenait soin de ses petits-enfants. Elle est venue non pas parce qu'elle se sentait mal. Elle est venue parce que sa fille avait insisté pour un bilan de routine. Quand j'ai vu ses analyses sanguines, je lui ai demandé de s'asseoir. Hématocrite, 58%, alors que la norme est en dessous de 45. Fibrinogène, 5,9 g par litre, pour un maximum de 4. Agrégation plactaire, le double des valeurs normales. Son sang ressemblait davantage à une bouillie qu'au liquide qui doit circuler librement dans les vaisseaux. Madame Bertrand, lui ai-je dit, vous avez en ce moment les conditions idéales pour un AVC. Pas demain. Pas dans un an. Maintenant. Elle m'a regardé fixement et a demandé, « Docteur, je dois prendre de l'aspirine. » Et c'est là que commence l'essentiel. Parce que l'aspirine n'était pas à réponse pour elle. Surtout à son âge. Je suis le docteur Philippe Beaumont, médecin interniste avec 30 ans d'expérience clinique. J'ai accompagné plus de 12 000 patients souffrant de pathologies cardiovasculaires et métaboliques. Aujourd'hui, je vais vous dire la vérité sur le sang épais. Pourquoi il devient ainsi après 60 ans? Pourquoi l'aspirine n'est pas la meilleure solution pour la plupart des gens? Et ce qui fonctionne vraiment avec des aliments qu'on trouve dans n'importe quel marché ou supermarché français. Comprenons d'abord ce que signifie « sang épais » et pourquoi c'est si dangereux. Le sang n'est pas un liquide uniforme. C'est une suspension complexe où flottent des cellules, globules rouges, plaquettes, globules blancs. Ces cellules doivent glisser librement, comme des voitures sur une autoroute large par beau temps. Quand le sang s'épaissit, c'est comme si soudain de la neige tombait sur cette autoroute. Les voitures freinent, des embouteillages se forment. Puis, un accident. Sauf que dans le corps, cet accident s'appelle thrombose. Obstruction d'un vaisseau. Et selon le vaisseau touché, c'est un infarctus, un AVC ou une embolie pulmonaire. Qu'est-ce qui détermine techniquement la viscosité sanguine? 4 paramètres principaux. Le premier est l'hématocrite, la proportion de cellules par rapport au volume sanguin total. Plus il est élevé, plus le sang est épais. Le deuxième est le fibrinogène, la protéine précurseur de la fibrine qui forme le squelette du caillot. Plus il est élevé, plus les caillots se forment vite. Le troisième est l'agrégation plactaire, la capacité des plaquettes à se coller entre elles. Si elle est élevée, les thrombus se forment à la moindre provocation. Le quatrième est la viscosité plasmatique, le liquide sanguin lui-même peut être plus ou moins visqueux selon le niveau de protéines, lipides et l'hydratation. Ces 4 paramètres se dégradent après 60 ans. Parfois tous en même temps. Voyons maintenant les causes concrètes. La plupart sont gérables. Première cause, la déshydratation. Nous en avons déjà parlé dans la vidéo précédente. Après 60 ans, le mécanisme de la soif s'émousse. On boit moins d'eau et le sang devient plus concentré. C'est la cause la plus simple et la plus souvent ignorée du sang épais. Imaginez une béchamel. Si vous y ajoutez du lait, elle devient fluide. Si le lait vient à manquer, elle prend en masse. Votre sang fonctionne exactement de même. Deuxième cause, le fibrinogène élevé. Le fibrinogène est produit par le foie. Après 60 ans, son taux augmente souvent, notamment en cas d'inflammation chronique de bas grade. Et cette inflammation est présente chez presque tous ceux qui mangent mal, bougent peu ou sont en surpoids. Fumer est l'un des stimulants les plus puissants de la production de fibrinogène. Un an de tabagisme élève le fibrinogène en moyenne de 0,7 g par litre. Troisième cause, l'hyperactivité plactaire. Les plaquettes sont de petites cellules sanguines sans noyau dont la mission est d'arrêter les saignements. Quand un vaisseau est endommagé, elles se collent entre elles et forment un bouchon. Après 60 ans, les plaquettes deviennent hyperactives. Elles se collent là où elles ne devraient pas. La raison, stress oxydatif, inflammation chronique, réduction de la production de prostacycline, la substance qui normalement empêche les plaquettes de se coller prématurément. Quatrième cause, cholestérol et triglycérides élevés. L'excès de graisse dans le sang le rend littéralement plus visqueux. Les triglycérides au-dessus de 2 millimoles par litre sont particulièrement dangereux. Ils n'augmentent pas seulement la viscosité mais créent sur les parois vasculaires l'environnement idéal pour l'adhésion des plaquettes. Cinquième cause, la sédentarité. Le mouvement est la pompe du sang. Les muscles en se contractant poussent littéralement le sang des vaisseaux périphériques vers le cœur. Quand on est assis ou allongé plusieurs heures, le flux dans les membres inférieurs ralentit. Le sang stagne. Le risque de thrombose dans les veines des jambes augmente fortement. Revenons à la question de Madame Bertrand. L'aspirine. L'aspirine, acide acétylsalicylique, réduit effectivement l'agrégation plactaire. Elle bloque de façon irréversible l'enzyme cyclooxygénase,
qui participe à la synthèse du thromboxane A2, la substance qui fait coller les plaquettes. Une plaquette, désarmée par l'aspirine l'est pour toujours jusqu'à la fin de sa vie, soit environ 10 jours. Cela fonctionne bien pour la prévention secondaire chez les personnes qui ont déjà eu un infarctus ou un AVC. Dans ce cas, l'aspirine réduit le risque d'un second événement d'environ 20%. C'est significatif. Mais parlons de ce qu'on dit rarement. Premier point, l'aspirine détruit la muqueuse gastrique. L'acide acétylsalicylique supprime la synthèse des prostaglandines, substance qui protège la muqueuse de l'estomac. Avec une utilisation prolongée, même à faible dose, l'aspirine provoque des micro-saignements dans l'estomac. 30% des personnes prenant de l'aspirine pendant plus de 5 ans développent une gastrite érosive. 10%, un ulcère. Deuxième point, après 70 ans, l'aspirine augmente le risque de saignement gastro-intestinal davantage qu'elle ne réduit le risque d'infarctus. Ce n'est pas mon opinion. Ce sont les données de l'étude ASPRE, publiée dans le New England Journal of Medicine en 2018 et confirmée par des analyses de l'INSERM. 18 000 participants de plus de 70 ans. Résultat, dans le groupe aspirine, la mortalité était même plus élevée que dans le groupe placebo, précisément à cause des saignements. Troisième point, l'aspirine n'agit que sur un seul mécanisme, l'agrégation plaquetaire. Elle ne réduit pas le fibrinogène. Elle ne diminue pas la viscosité plasmatique. Elle n'améliore pas la déformabilité des globules rouges. C'est pourquoi ma réponse à Madame Bertrand a été la suivante, l'aspirine n'était pas pour elle. Elle n'avait pas eu d'infarctus ni d'AVC. Elle avait une gastrite chronique. Et elle avait 73 ans. Je lui ai prescrit un autre protocole. Naturel. Global. Agissant sur plusieurs mécanismes d'épaississement sanguin simultanément. Et en 2 semaines, ces valeurs sont revenues à la normale. Je vais maintenant vous expliquer ce protocole étape par étape. Le premier composant du protocole, le vinaigre de cidre de pomme. Je sais que ça ressemble à un remède de grand-mère. Mais derrière ce remède se cache une biochimie sérieuse. Le vinaigre de cidre contient de l'acide acétique, de l'acide malique, de la pectine et des polyphénols. Chacun de ces composants influence la viscosité sanguine. Mécanisme 1. L'acide acétique modifie la charge électrique de la surface des globules rouges. C'est un point important que la plupart ne comprennent pas. Les globules rouges ont normalement une charge négative à leur surface. Cela signifie qu'ils se repoussent, comme des pôles identiques d'un aimant. C'est exactement ce qu'il faut pour un flux sanguin normal. Avec l'acidose, l'inflammation et la déshydratation, cette charge diminue et les globules rouges commencent à se coller formant des rouleaux. L'acide acétique restaure la charge normale et les globules recommencent à se repousser. Mécanisme 2, le vinaigre de cidre réduit le fibrinogène. Une étude publiée dans le Journal of Agricultural and Food Chemistry a montré que la consommation quotidienne de vinaigre de cidre réduisait le fibrinogène de 18% en moyenne en 4 semaines. Comparable à l'effet de certains médicaments. Mécanisme 3, la pectine du vinaigre lie le cholestérol dans l'intestin et empêche son absorption. Réduction du LDL de 15% en 6 semaines, un résultat réellement atteignable. Mécanisme 4, les polyphénols du vinaigre ont une action antioxydante. Ils neutralisent les radicaux libres qui endommagent les parois vasculaires et activent les plaquettes. Comment le prendre? Une cuillère à café de vinaigre de cidre naturel, obligatoirement non filtré, avec ce qu'on appelle l'amer, le dépôt, dans un grand verre d'eau tiède. Ajoutez une cuillère à café de miel naturel, il adoucit le goût et apporte ses propres composants anti-inflammatoires. Prenez-le exactement 10 à 15 minutes avant le repas. Avant, pas après. C'est important pour l'action correcte sur les enzymes digestives. Point critique, buvez-le avec une paille. L'acide acétique est agressif pour l'émail dentaire. Après, rincez-vous la bouche avec de l'eau. Commencez par une cuillère à café. Au bout d'une semaine, vous pouvez passer à une cuillère à soupe. Ne dépassez pas cette dose. Contre-indication, gastrite avec acidité élevée, ulcère en phase active, prise de metformine ou d'insuline sans avis médical préalable. Le deuxième composant, le curcuma. Mais pas le curcuma seul. Le curcuma avec du poivre noir. Et c'est fondamental. La curcumine, principe actif du curcuma, est l'un des agents anti-inflammatoires naturels les plus puissants que la science connaisse. Elle inhibe plusieurs cascades inflammatoires, NF-κB, COX-2, LOX. Et c'est précisément l'inflammation chronique qui est la principale cause de l'élévation du fibrinogène et de l'activation plaquetaire. Mais il y a un problème. La curcumine ne s'absorbe pratiquement pas dans le tractus gastro-intestinal. Sa biodisponibilité est d'environ 3%. C'est catastrophiquement peu. Et c'est là qu'intervient le poivre noir. La pipérine, principe actif du poivre noir, bloque les enzymes qui détruisent la curcumine dans le foie et l'intestin.
Ajouter une simple pincée de poivre noir moulu à la curcumine augmente la biodisponibilité de la curcumine de 20 fois. De 3% à 60. Qu'est-ce que le curcuma fait concrètement au sang? Premier, il inhibe l'agrégation plactaire de façon similaire à l'aspirine mais sans abîmer l'estomac. Deuxième, il réduit le fibrinogène grâce à son action anti-inflammatoire. Troisième, il améliore la fonction de l'endothélium, le revêtement intérieur des vaisseaux. Un endothélium sain produit de la prostacycline et de l'oxyde nitrique, des substances qui empêchent les plaquettes d'adhérer à la paroi vasculaire. Comment le prendre? Une demi-cuillère à café de curcuma plus une pincée de poivre noir. Dissolvez dans un grand verre de lait chaud ou d'eau avec un peu d'huile de coco, la curcumine est liposoluble. La graisse améliore son absorption. Prenez-le une fois par jour. De préférence le soir. Vous pouvez aussi ajouter curcuma et poivre à n'importe quel plat, soupe, légumes mijotés, œufs, riz, lentilles. Un détail, le curcuma tâche tout ce qu'il touche. Préparez-vous aux traces jaunes. Le troisième composant, l'ail. L'un des anticoagulants naturels les plus étudiés au monde. L'allicine, principale substance active de l'ail, se forme au moment où la gousse d'ail est écrasée ou hachée. Dans l'ail entier, il n'y a pas d'allicine. Seulement son précurseur, l'alliine. Quand les cellules de l'ail sont détruites, l'alliine entre en contact avec l'enzyme alliinase et se transforme en allicine. C'est pourquoi la sagesse populaire dit, il faut écraser l'ail, pas le couper. Ce n'est pas une superstition. C'est de la biochimie. Que fait l'allicine sur le sang? Premier, elle inhibe la synthèse du thromboxane A2, la substance qui fait coller les plaquettes. L'effet est similaire à l'aspirine mais réversible, ne s'accumule pas et ne provoque pas de saignement. Deuxième, elle réduit le fibrinogène. Dans une étude de l'Université de Cologne, la consommation quotidienne de 2 ou 3 gousses d'ail a réduit le fibrinogène en moyenne de 8 à 12% en 3 semaines. Troisième, elle améliore la déformabilité des globules rouges. Les érythrocytes doivent littéralement se comprimer pour passer dans les plus petits capillaires. L'allicine rend la membrane du globule rouge plus souple. Quatrième, elle réduit la pression artérielle en stimulant la production d'oxyde nitrique dans les parois vasculaires. Comment le prendre? 2 ou 3 gousses d'ail par jour. Écrasez-les ou hachez-les finement. Laissez reposer 10 minutes à l'air, ce temps est nécessaire pour compléter la réaction de formation d'allicine. Puis ajoutez à un plat déjà préparé, pas dans ce qui est encore sur le feu. La chaleur détruit l'allicine. Si l'odeur vous pose problème, prenez l'ail en fin de journée. Ou mâchez du persil plat après, la chlorophylle neutralise l'odeur. Contre-indication, prise d'anticoagulants warfarine, rivaroxaban, dabigatran. Dans ce cas, l'ail en grande quantité peut potentialiser leur effet et provoquer un saignement. Consultez votre médecin. Le quatrième composant, les acides gras oméga 3. Les oméga 3, EPA et DHA, s'incorporent dans les membranes des plaquettes et des globules rouges et en changent littéralement les propriétés physiques. Une membrane riche en oméga 3 devient plus fluide et flexible. Une plaquette avec cette membrane se colle moins bien aux autres plaquettes. Un globule rouge avec cette membrane se déforme mieux dans les capillaires. De plus, les oméga 3 réduisent les triglycérides dans le sang. Une dose élevée 3 à 4 grammes d'EPA et DHA par jour réduit les triglycérides de 20 à 50%. C'est l'un des effets les plus puissants parmi tous les moyens naturels. Les meilleures sources des oméga 3 en France, sardines de l'Atlantique, maquereau, hareng, saumon sauvage. Les sardines et le maquereau contiennent plus des oméga 3 que le saumon et coûtent beaucoup moins cher. Je recommande de manger du poisson gras au moins 3 fois par semaine. Portion, 100 à 150 grammes. Si vous n'aimez pas le poisson ou en mangez peu, l'huile de poisson en capsule. Choisissez des préparations avec un contenu en EPA et DHA d'au moins 50% du total des graisses. En France, certains compléments des oméga 3 sont remboursés sur prescription médicale lorsque les triglycérides sont très élevés. Renseignez-vous auprès de votre médecin. Dose, 1 à 2 grammes par jour en prévention, jusqu'à 4 grammes avec des triglycérides élevés. Prenez les oméga 3 pendant le repas, cela améliore l'absorption et réduit le risque de roux au goût de poisson. Note importante, si vous prenez des anticoagulants, consultez votre médecin avant de prendre des oméga 3 à haute dose. Cela peut potentialiser l'effet anticoagulant. Réunissons tout en un plan concret. Le matin, à jeûne. Un grand verre d'eau tiède avec une cuillère à café de vinaigre de cidre non filtré et une cuillère à café de miel naturel. Avec une paille. Attendez 15 minutes. Déjeuner. Dans la journée. 2 ou 3 gousses d'ail écrasées, reposez 10 minutes, ajoutez au déjeuner ou au dîner. Pas dans la poêle chaude. Le soir. Une demi-cuillère à café de curcuma avec une pincée de poivre noir dans du lait chaud ou ajoutez au dîner. 3 fois par semaine.
Poisson gras, sardines, maquereau ou saumon au déjeuner ou au dîner. Portion de 100 à 150 grammes. Chaque jour. 1,5 litre à 2 litres d'eau pure dans la journée. Ce qu'il faut éviter pendant cette période. Premier, l'alcool. Il fluidifie initialement le sang mais provoque ensuite une hyperviscosité en rebond et une activation plaquetaire. Deuxième, sucre et glucides raffinés. Ils élèvent les triglycérides et activent les cascades inflammatoires. Troisième, le tabac. C'est le facteur d'épaississement le plus puissant qui existe. Une cigarette et les plaquettes se trouvent activées pendant 2 à 3 heures. Quatrième, la position assise prolongée. Levez-vous toutes les 40 à 50 minutes. Faites quelques pas. Cela active la pompe veineuse des muscles du mollet. Revenons à Madame Bertrand. 14 jours après avoir suivi le protocole, elle est revenue avec ses analyses. L'hématocrite est passé de 58 à 51. Le fibrinogène, de 5,9 à 4,0. L'agrégation plaquetaire s'est normalisée. Elle m'a aussi dit qu'elle dormait mieux. Que les maux de tête matinaux qu'elle avait depuis des années et qu'elle considérait normaux pour son âge avaient disparu. Que son esprit était plus clair. Que ses mains et pieds n'étaient plus aussi froids, parce que la circulation s'était améliorée. Ce n'est pas de la magie. C'est de la physiologie. Je veux vous dire clairement, ce protocole ne remplace pas les prescriptions de votre médecin. Si on vous a prescrit des anticoagulants, continuez à les prendre. Si vous avez eu un infarctus ou un AVC, l'aspirine vous est nécessaire, ne la suspendez pas sans consultation. Mais si vous avez simplement un sang épais aux analyses, sans événement cardiovasculaire antérieur, sans indication formelle d'anticoagulation, ce protocole peut changer vos valeurs en 2 semaines. Vérifiez-le vous-même. Faites des analyses maintenant. Dans 2 semaines, de nouveau. Comparez. Écrivez dans les commentaires, je commence le protocole, et revenez dans 2 semaines avec vos résultats. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne. La prochaine vidéo sera sur la façon de faire baisser la tension en 15 minutes sans médicaments. Ici le docteur Philippe Beaumont. Prenez soin de vous.